Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant céder la place au professeur Gdari Widad. Alors, on m'a demandé de la présenter en fait. Widad elle a toujours eu beaucoup d'humilité. On ne sait pas grand-chose de son parcours, mais ce que je sais, c'est qu'elle est professeure de pédiatrie, chef de service à l'hôpital Noroche. C'est pas une mince affaire. Et elle est une chantologue, a une très bonne formation. Voilà. Et j'ai le plaisir de la connaître depuis quelques années. Et je vais lui donner la parole, pardon. Et les cardiopédiatres, voilà aussi, c'est vrai. Et voilà, je vais lui donner la parole pour nous parler de la fièvre de nourrisson de moins de 3 mois. Un âge de prédilection où il ne faut pas banaliser la fièvre. Oui. Merci beaucoup, Madame Benjeloun. Je remercie à mon tour l'amicale des pédiatres de Fès pour cette invitation, et particulièrement professeur Haïda, qui m'a demandé de traiter ce sujet, un sujet, je ne vous cache pas, qui est très difficile, parce que ça pose problème et on n'a pas vraiment de solution. Je vais vous présenter à travers des cas cliniques qui sont à travers la littérature, qui sont les propositions données. Et la question qui se pose, est-ce que ces propositions, ces algorithmes sont applicables chez nous ou pas? Alors, c'est un sujet qui pose problème parce que cette tranche d'âge est particulière parce que le système immunitaire est mature, la vaccination incomplète, et ça prédispose à faire des infections sévères, ce qui explique l'incidence très élevée des infections bactériennes sévères à cet âge. Cette incidence est inversement proportionnelle à l'âge. Plus les petits, on s'approche du nouveau-né, plus l'incidence est très élevée. Il est estimé, selon les études, entre 8, certains disent 7 à 13% et même plus. Encore quelque chose de particulier à ces nourrissons, et personnellement, la chose qui me fait plus peur, c'est que la clinique ne permet pas d'aider. C'est-à-dire, un état clinique rassurant, un examen physique normal ne permet pas de dire que ce nourrisson ne cache pas une infection bactérienne sévère, à savoir des bactériémies, voire même des méningites. Alors, avant de commencer la prise en charge, quelles sont ces infections bactériennes sévères dont on parle et qui peuvent engager aussi bien le pronostic vital que fonctionnel de ces petits? À gauche, c'est une étude que nous avons faite au service d'accueil des urgences pédiatriques en 2008. Il a été publié en 2011. C'est vrai que c'est une étude qu'on a faite sur une population pédiatrique de 1 mois jusqu'à 14 ans pour évaluer la performance de la CRP et des globules blancs totaux par rapport à leurs prédictions concernant les infections bactériennes sévères. Cette population incluait 152 enfants et on a trouvé les 88% d'infections bactériennes sévères survenues chez les enfants chez les nourrissons de moins de 3 mois. C'est pour cette raison que j'ai choisi cette étude qui pourrait peut-être nous donner une idée un petit peu sur les infections bactériennes sévères dans notre population. Alors, comme vous voyez, c'est les infections urinaires qui dominent dans 43,6% des cas. Et le germe qui vient en premier, c'est l'Escherichia coli. Après les pyélonéphrite, il y a les bactériémies, puis les méningites. Et à cette époque, on a eu des méningites à méningo B et à Haemophilus influenzae. Alors, juste à côté, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Et je crois que les auteurs avaient comme objectif d'évaluer et de savoir un petit peu le profil épidémiologique après l'introduction, la généralisation de la vaccination. Et comme question, il y a certainement une modification dans le profil épidémiologique des infections bactériennes sévères à cet âge. Alors, ils ont trouvé la même chose que nous, la prédominance des pyélonéphrites, suivi de bactériémies et de méningites bactériennes, alors qu'avant l'introduction, avant la généralisation de la vaccination
et le dépistage aussi du streptocoque du groupe B. C'était la bactériémie en premier qui dominait. Alors, je vais être pratique et je vais montrer en général les situations les plus fréquemment rencontrées où le pédiatre ou même le jeune médecin de garde peut être confronté à une fièvre aiguë chez un nourrisson de moins de 3 mois. Ici, c'était un petit de 45 jours qui s'est présenté aux urgences pour une fièvre non chiffrée. Comme la majorité des cas, les parents ne prennent pas la température et ils ont toujours cette sensation, je sens qu'il a de la fièvre. C'est un nourrisson qui n'avait pas d'antécédents pathologiques particuliers, né à terme par voie basse, avec bonne adaptation à la vie extra-utérine, vacciné selon le programme national d'immunisation et qui avait quand même des vomissements alimentaires associés à la fièvre. Alors, la première évaluation à l'accueil des urgences pédiatriques a été faite selon le Pediatric Assessment Triangle. C'est ce triangle d'évaluation pédiatrique qui est connu et utilisé beaucoup par les urgentistes et les pédiatres des urgences. Ça permet une évaluation rapide en quelques secondes de l'état de l'enfant en évaluant, en regardant son aspect général, en regardant aussi la respiration et l'état circulatoire. Elle est basée essentiellement sur l'inspection et sur l'audition. Alors, et ça permet de faire vite pour évaluer et faire un petit peu le triage. Est-ce que ce nourrisson est gravement malade? Et dans ce cas, il faut passer rapidement dans la salle d'accueil des urgences vitales pour qu'il soit pris en charge rapidement. Alors, notre petit avait une hypotonie et une pâleur. Et c'est ça qui a poussé le médecin qui a fait le triage de le ramener directement dans la salle d'accueil des urgences vitales pour objectiver l'évaluation et mesurer les constantes vitales. Alors, finalement, quand on a fait l'examen général et on a mesuré les constantes chez ce petit, il avait un problème neurologique puisque le Glasgow Coma Score adapté à l'âge était à 13/15e. Il y avait une tachycardie très importante à 200 battements par minute, tercé allongé, avec une fréquence respiratoire quand même élevée. Par contre, la saturation, la tension artérielle avec la pression artérielle moyenne et la glycémie capillaire, tout était normal. Alors, ça se voit que ce petit est en état de choc et vu qu'il y a de la fièvre, c'est un choc septique jusqu'à preuve du contraire ou bien c'est un sepsis grave. Alors, la conduite était rapidement de commencer le remplissage et de lancer le bilan des prélèvements bactériologiques ainsi que des bilans biologiques et sans tarder de commencer l'antibiothérapie. Alors, le bilan, j'ai choisi essentiellement les paramètres biologiques intéressants pour pouvoir évaluer. Alors, les globules blancs que vous voyez, un taux normal à 11 320, les PNN à 2280, des lymphocytes, un taux normal. Les plaquettes, c'est très important pour nous parce que ça permet d'identifier la défaillance hématologique. Alors le temps était normal, mais la CRP était très élevée quand même à 302 mg par litre. Au niveau du bilan rénal, comme vous voyez, la créatinine était un petit peu élevée et un bilirubine total qui est normal pour l'âge. Ceci nous a permis de classifier, en utilisant le score SOFA pédiatrique, le sepsis, d'identifier, de confirmer déjà le sepsis, puisque ce score est supérieur à 2, il est égal à 3, et vu la présence de défaillance neurologique, de défaillance rénale, alors c'est un sepsis grave. Alors, un sepsis grave, il faut compléter par les examens complémentaires, les prélèvements bactériologiques. Alors, le CBU a été fait
Au moment de remplissage, quand on met la sonde urinaire, en général, on recueille les quelques gouttes d'urine pour faire une bandelette urinaire et envoyer les urines à l'examen cytobactériologique. Les bandelettes étaient négatives. On a lancé les moquetures, mais vous savez que les moquetures, on récupère le résultat qu'après 48 heures, sinon 5 jours, si ça ne pousse pas. L'APL n'a été faite, bien sûr, que la première dose d'antibiotiques. Et vous voyez déjà, après la prise d'antibiotiques, l'aspect trouble avec une hyperprotéinorachie à 3 grammes, hypoglycorachie, des globules blancs à 2680 à prédominance lymphocytaire, mais tout était en faveur d'une infection bactérienne et la culture revient positive à l'hémophilus influenzae. Alors, ce nourrisson a été envoyé après à M. Bousfiha pour nous dire pourquoi il fait cette infection assez sévère avec un sepsis grave et défaillance viscérale. Alors, en général, quand il y a des manifestations cliniques, personnellement, pour moi, c'est rassurant parce que je sais que les médecins vont l'hospitaliser, ils vont faire le nécessaire et une antibiothérapie sera démarrée. Le grand problème se pose, c'est quand le nourrisson ne présente que la fièvre. Et c'est le cas ici d'une petite fille de 60 jours, sans antécédents pathologiques, et qui avait uniquement comme histoire et comme anomalie à l'examen physique une température à 38,5. Alors les températures et les fièvres, c'est température rectale pour confirmer. Alors l'évaluation selon le Pediatric Assessment Triangle n'a montré aucune anomalie, que ce soit au niveau de l'apparence, ni au niveau de la respiration, ni au niveau de la circulation. Et ainsi, le nourrisson a été, on va dire, stratifié comme en bon état général ou un nourrisson qui paraît non malade. La question qui se pose, quel est le risque d'infection bactérienne sévère chez un nourrisson qui ne présente que de la fièvre et dont l'apparence est rassurante? Alors, regardons la littérature, le risque d'infection reste quand même entre 7 à 9%. C'est une incidence assez importante, vu que ces infections bactériennes sévères peuvent être mortelles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Si vous regardez la littérature, il y a plusieurs algorithmes et il y a plusieurs équipes qui ont, on va dire, chacun a essayé de trouver le modèle le plus prédictif et qui peut aider les praticiens à gérer ces petits nourrissons très fragiles. Alors, on voit ici les plus fréquemment utilisés, et c'est des algorithmes américains. Il y a le Philadelphia, il y a le Rochester et Boston. Alors, la différence, comme vous voyez, je ne sais pas, est-ce que ça marche ça, non? Ah, ici, ça marche, non? ça. Ah d'accord, كيف الحاسوب؟ في الحاسوب. فأرة في الحاسوب. Alors, en utilisant فأرة في الحاسوب. Alors, vous voyez, il y a quand même une différence entre ces algorithmes en matière d'âge. Alors, le Rochester, ils ont recommandé l'utilisation de cet algorithme, même chez les nouveau-nés, c'est-à-dire moins de 60 jours. Par contre, Philadelphia, c'est entre 29 et 60 jours. Et les Boston, c'est entre 28 et 89 jours. Et même concernant la définition des infections bactériennes sévères, il y a une hétérogénéité entre les différents algorithmes. Mais une chose est certaine, en commun entre les différents algorithmes proposés, c'est qu'ils ne peuvent être appliqués que chez un nourrisson qui a de la fièvre et qui n'a aucune anomalie à l'examen
et qui, après l'évaluation initiale, il ne présente aucun signe qui oriente vers la présence d'une maladie. Alors, après les examens ou les marqueurs choisis, vous voyez qu'ils ont en commun le dosage des globules blancs, des polynucléaires neutrophiles et l'examen des urines. Alors, ce qui reste, c'est est-ce qu'il faut faire ou non la ponction lombaire? Est-ce qu'il faut faire ou non la radiothorax? Et ce n'est que les Philadelphia qui demandent l'examen des selles si jamais il y a une diarrhée associée. Avec l'apparition d'autres marqueurs de l'inflammation, notamment la CRP, et des équipes et des études ont été faites pour évaluer la performance de la CRP et de la comparer essentiellement par rapport aux autres marques de l'inflammation qui étaient utilisées dans le Philadelphia et les autres algorithmes. Alors ici, c'est une étude où les auteurs avaient inclus, je crois, 401 nourrissons âgés de moins de 90 jours, et les 48 qui avaient infection bactérienne sévère, ils ont évalué la performance, ils ont comparé la performance de la CRP par rapport au taux de globules blancs totaux. Ils ont trouvé que la CRP était beaucoup plus prédictive vers l'infection bactérienne sévère, et qu'à partir d'un seuil de 20 mg par litre, il y a une valeur prédictive de 97% des cas, avec un rapport de vraisemblance de à peu près de 5. Ça veut dire que chez un nourrisson qui a de la fièvre et qui a un bon examen physique, qui n'a aucune anomalie, s'il a une CRP supérieure à 20 mg par litre, il a 5 fois plus de chances d'avoir une infection bactérienne sévère. Pardon? De risque, j'ai dit de risque, c'est un risque, parce que c'est la stratification qui est très importante pour choisir. Alors après, il y a l'arrivée de la procalcitonine. Alors procalcitonine aussi, il y a des études, j'ai choisi celle-là où il y a une évaluation de presque tous les marqueurs. Alors, procalcitonine, CRP, globules blancs et PNN. Et comme vous voyez ici, ils ont utilisé les courbes ROC pour pouvoir identifier la performance de ces marqueurs. Alors, pour les jeunes, la courbe ROC, plus on s'éloigne de la ligne de référence qui est diagonale ici, on se rapproche du 1, le test il est performant. Alors vous voyez que la procalcitonine arrive en premier parce que la surface sous la courbe est à peu près de 0,8. Et après il y a la CRP, les polynucléaires neutrophiles, et les globules blancs, c'est à la fin. Alors en se basant sur ces études, et l'équipe, c'est une équipe suisse, c'est l'équipe de Alain Gervais qui ont élaboré un score, c'est ce qu'on appelle le lab score, en se basant sur la CRP, la procalcitonine et la bandelette urinaire. Et ils ont montré qu'à partir d'un score supérieur et égal à 3, dans la population d'études, aussi bien dans la population de validation, la sensibilité était très élevée à 94%, et surtout la valeur prédictive négative entre 97 et 98%. Mais les limites, c'était que c'était une validation interne et c'était sur une population, sur une taille de population réduite. Ils ont proposé après de faire une validation multicentrique. Ils ont travaillé avec des Canadiens et cette fois-ci, ils ont réparti la population en deux groupes, les moins de 3 mois et les plus de 3 mois, avec des valeurs et des seuils différents de procalcitonine et de CRP. Alors, devant la première étape,
c'est la bandelette urinaire. Si la bandelette urinaire est positive, procalcitonine CRP, quelle que soit la valeur, c'est un nourrisson à risque. Si la bandelette urinaire est négative, on passe à la procalcitonine en fonction du seuil. Si la procalcitonine est inférieure ou égale à 0,5 nanogrammes par millilitre, on passe à la CRP. Ils ont choisi comme seuil supérieur à 75 mg par litre. Si la procalcitonine est entre 0,5 et 2 nanogrammes par litre, la valeur d'une CRP même basse, supérieure à 24 mg, ça permet de stratifier et de classifier le nourrisson à haut risque. Quand la procalcitonine est supérieure à 2 nanogrammes, quelle que soit la valeur de la CRP, on sait que ce nourrisson est à haut risque d'infection bactérienne sévère. Et ils ont montré qu'avec cet algorithme, la sensibilité est de 96% et la valeur prédictive négative, ce qui est intéressant, est de 100%. Mais chez eux, 200, oui. Alors, et le dernier algorithme qui est actuellement à la mode, c'est le step by step. Il est utilisé essentiellement par les Européens parce que ça a été développé en Europe et validé dans une population européenne. Alors, c'est toujours l'évaluation clinique. Et après, la particularité, c'est qu'ils ont mis, à part les moins de 21 jours, parce qu'ils trouvent, c'est à partir de cet âge, là, ils trouvent à peu près les mêmes infections que chez les nouveau-nés. Et au-delà de 21 jours, ça se rapproche de plus des nourrissons de 1 mois à, on va dire, à moins de 90 jours. Alors, au-delà de 21 jours, si, j'ai dit, alors, si moins de 21 jours, il faut faire la bandelette urinaire. Si le constituerie, c'est un nourrisson à haut risque. Si bandelette urinaire négative, on passe à la procalcitonine. Si procalcitonine ne permet pas de stratifier, c'est là on passe à la CRP et les polynucléaires neutrophiles. Il reste 2 minutes. Pardon? Il reste 2 minutes. Oui. Alors, pour terminer, en tout cas, ça a été validé avec une sensibilité très élevée et une valeur prédictive positive de 99%. Alors, pour terminer, je reviens à notre petit nourrisson qui avait que de la fièvre et qui était en bon état général. Alors, les examens complémentaires, en se basant sur ces algorithmes, on a fait un prélèvement d'urine, on a demandé la CRP, la procalcitonine. La bandelette urinaire, malheureusement, est revenue négative, mais la CRP était très élevée, ainsi que la procalcitonine, ce qui nous a permis de compléter le bilan de sepsis et de commencer une antibiothérapie. Et finalement, c'était une infection urinaire à Klebsiella, résistant à l'amoxicilline, mais sensible à tous les autres antibiotiques. Alors, en conclusion, quel algorithme choisir? Finalement, il y a plusieurs algorithmes, mais ces algorithmes sont spécifiques à des régions, validés dans des populations, avec des profils épidémiologiques bien particuliers et des incidences d'infections bactériennes bien particuliers. Est-ce qu'on peut appliquer ces algorithmes? That is the question. Alors, ce qui est sûr, c'est que devant, tout le monde est d'accord, ce qui est en commun, c'est une fièvre chez les plus de 28 jours et le moins de 90 jours, il faut une évaluation clinique. Il faut une très bonne évaluation clinique. Après, s'il y a moindre anomalie au niveau de la clinique, c'est un haut risque d'infection bactérienne, il faut compléter le bilan. Sinon, c'est là où il faut se poser la question, et pour pouvoir compléter cet algorithme chez nous, il faut d'abord déterminer la prévalence des infections bactériennes sévères au Maroc. Il faut déterminer quel est le seuil le plus discriminatif de la CRP, le seuil le plus discriminatif de la PCT, quelle est la faisabilité de l'approche partout au Maroc.
et enfin de valider en interne et en externe. Et je vous remercie. Merci professeur Ouidet pour cette excellente présentation en fait, qui met le point sur la difficulté de faire un diagnostic de bactériémie chez l'enfant entre 28 et, enfin de moins de 3 mois. Et c'est dire que la difficulté que nous rencontrons dans nos services d'urgence. Et j'ai bien aimé que vous ayez mis le point sur la procalcitonine, honnêtement. Parce qu'actuellement, je pense que c'est le meilleur élément peut-être pour avancer, en attendant ce que vous avez proposé qui est très pertinent, de faire nos propres algorithmes sur la base de notre propre épidémiologie. Alors, je vais donner, voilà, monsieur c'est ça Oulmati, voilà. Salam alaikum. Merci professeur pour cet excellent exposé. أنا غير في la SOMIPEV كاين l'observatoire des méningites. On collecte les données depuis 2012, les données de méningite. Donc la prédominance chez le nourrisson, le symptôme de la consultation le plus fréquent, plus de 80%, c'est la fièvre. Je veux insister à la clinique. Ce qui doit inquiéter, une fièvre mal tolérée. C'est le premier signe. Deuxièmement, ce qu'on a constaté dans les statistiques, que 20% des nourrissons, ils ont déjà consulté la première fois. Le médecin, donc c'est rien, c'est une infection banale, il le reconsulte. En plus de ça, il arrive avec des méningites décapitées. Voilà, donc c'est pas facile, mais il faut toujours rester vigilant. Oui, monsieur le professeur Bouskaoui. Très rapidement, merci beaucoup Ouidet pour cet excellent exposé. J'attire votre attention sur une fièvre isolée qui démarre si vous avez les marqueurs d'inflammation négatifs les premières heures, c'est sont normaux, ça ne veut pas dire que c'est normal. Il faut garder l'enfant et le revoir. Une fièvre qui ne s'explique pas, aiguë, mal tolérée, devrait être gardée. Il ne devrait jamais être envoyé chez lui. Voilà. Oui, d'autant plus, je vous rejoins, c'est quand vraiment on a une procalcitonine au-delà de 2 nanogrammes par millilitre, qu'il faut vraiment accorder de l'importance d'avoir une fièvre isolée et démarrer même une antibiothérapie. En tout cas, c'est ce que je lis dans la littérature. Mais est-ce qu'on va vraiment greffer ça sur notre épidémiologie? Ça reste donc à étudier. Encore une question? Chez le bébé de moins de 3 mois, les bandelettes urinaires ne permettent de rien décider. Il faut aller directement à l'examen cytobac des urines. Vous pouvez faire les bandelettes. Si elles sont positives, tant mieux. Si elles ne sont pas positives, ce n'est que l'examen cytobac qui permettra de dire qu'il n'y a pas d'infection urinaire. D'autant plus que chez le bébé de moins de 3 mois, pour les nitrites, du fait que la miction, elle est toujours continue, le bébé n'arrive pas à retenir, on aura toujours des nitrites négatifs. Donc il faut que les jeunes le sachent, aller directement vers l'examen cytobac. Comme vous allez vers l'APL, vers la de thorax, des examens qui vont vous permettre d'avoir un arbre décisionnel. Vous décidez. Donc les bandelettes, ça ne doit pas rassurer. Il faut les faire, mais ça ne renseigne en rien du tout. Merci beaucoup, M. Habib, d'avoir dit ça. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait exprès parce que nous, bandelettes urinaires, bon, si c'est positif, ça nous oriente, mais obligatoirement l'examen cytobactériologique des urines. Et en plus, pour faire la bandelette urinaire, un prélèvement, il se fait d'une manière stérile. C'est comme ce qu'on va faire le CBU. Pourquoi ne pas le compléter et être sûr? Non, mais... السلام عليكم. عندي واحد السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم بخير. J'ai une petite question.
On sait tous que pour un nouveau-né qui est fébrile égale hospitalisation antibiotique. Et pour le nourrisson au moins de 3 mois égale un bilan et on raisonne. Mais j'ai une petite question pour un expert. Dans quelle situation, chez un nourrisson moins de 3 mois, qu'on est rassuré avec l'examen clinique, on ne va faire pas de bilan? Est-ce qu'il y a des situations cliniques on ne va pas faire du bilan chez moins de 3 mois, même si l'examen... Ça veut dire, est-ce que le fait d'avoir un contexte, par exemple, de l'infection virale dans la famille, est-ce que obligatoirement je vais bilanter? Merci pour cette question. Merci. شوف كاين واحد لو تيست يعطوا لك بلي سي لو تيست il a une valeur prédictive négative de 100%. شنو هو؟ valeur prédictive négative 100%. Bon. Ma présentation s'est basée essentiellement sur ça pour dire que la particularité de ces petits moins de 3 mois, c'est que l'examen clinique, quand il est normal, est insuffisant pour éliminer, pour dire que ce petit a un faible risque d'infection bactérienne sévère. Ce qui fait un examen physique normal, aucun signe à l'anamnèse, à l'examen, ça n'élimine pas. Il faut faire des examens complémentaires et ces examens complémentaires ont une valeur d'orientation. Alors, comme a dit professeur et mon maître, professeur Bouskraoui, et je le remercie pour ça, c'est quand on reçoit un nourrisson fébrile les premières heures, c'est pas très fréquent. Et comme je vous ai montré, c'est 6 heures, 8 heures, sinon plus. Alors, quand on reçoit un nourrisson dans les premières heures et qu'on trouve tout est normal, même avec des examens complémentaires normaux, il ne faut pas le laisser. Il faut le surveiller parce qu'on sait qu'il y a une cinétique et des marqueurs de l'inflammation. Et peut-être on est tombé au moment où les marqueurs ne sont pas produits, il n'y a pas un taux très élevé. Il faut le garder sous surveillance. Et ce qui est recommandé par la plupart des sociétés savantes, il y a certaines qui disent qu'il faut le laisser pendant 6 heures, 8 heures. Mais après, on verra, ça c'est question ولكن هاد لاتيتود خاصنا نضربوا عدد الاطباء الاطفال في 100 غنوليو اي واحد كيقول دخلوا ديروا لوبسيرفاسيون. C'est juste peut-être un commentaire, peut-être c'est une spécificité des régions qui sont chaudes, en particulier à Fès, on a appris ça chez le tout petit. Parfois, les bébés arrivent pour une fièvre, il faut savoir les dévêtir et attendre un petit peu, de l'observer et de reprendre la température. Parfois, c'est l'hyperthermie donc juste peut-être une... Ah oui. Bien. Madame... Donc, merci. Vous avez la parole pour terminer. Merci tous les amis présents d'avoir tenu le coup jusqu'à... avec un retard d'une demi-heure. Voilà, mais bon. Mais c'était tellement intéressant et je remercie les orateurs pour l'excellence de leur présentation. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci tout le monde. Vous êtes invités au déjeuner. Donc, et on reprend à 14h30.